titulaire de la chaire de recherche du Canada de niveau 2 en multilittératie, multiliteracies, et elle est professeure à la Brock University en Ontario, près de St. Catharines. Ses intérêts de recherche portent sur la multimodalité, les tiers-lieux de co-création numérique et la recherche de type art-based auprès des jeunes, sur les littératies numériques et, plus récemment, sur le post-humanisme et les approches affectives en enseignement-apprentissage de la littératie, ainsi que sur la fracture numérique. Dr. Russell a travaillé et a conduit diverses recherches en Australie, au Royaume-Uni, aux États-Unis et bien sûr au Canada. Elle a écrit, coécrit et coédité 25 ouvrages scientifiques déjà sur des thèmes très diversifiés. Un handbook sur les literacy studies, un traité sur la multimodalité, un traité sur la sociologie de Pierre Bourdieu et l'éducation en anglais, etc. Elle est la coéditrice chez Routledge, l'éditeur bien connu de la série Expanding Literacies in Education, et elle est responsable de la section Digital Literacies pour la revue scientifique The Reading Teacher. C'est vraiment un honneur pour moi, personnellement, mais je l'espère aussi pour vous de recevoir Jennifer Russell. What an introduction. Je suis très honorée de donner cette conférence d'ouverture pour le deuxième colloque international autour de l'adulte de demain. Je remercie les professeurs Nathalie Lassalle et Jean-François Boutin de m'avoir invité à cet événement. Je vous prie d'être patient avec mon français et je vais maintenant lire le script de ma présentation qui a été traduit par ma collègue et amie, la professeure Amélie Lemieux. Des PowerPoint slides seront en anglais. Le titre de ma présentation est « Mon autoportrait doit-il émotionnel établir une posture par la création de son ?» provient d'une élève qui a écrit ces mots dans son journal alors qu'elle réfléchissait à des idées pour sa production multimodale. Dans ma présentation, je m'attarderai au virage épistémologique de la multimodalité et à leur emploi sur la pédagogie à travers le temps. De plus, j'expliquerai comment ces changements ont mené une adaptation de la pensée vers la théorie de l'affect et la multimodalité affective. Je commence par une citation de Proust, le célèbre auteur français qui a dit « Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. Nous sommes à cœur d'une période pendant laquelle le mieux de l'éducation arrive à peine à servir à changement de paysage. Nous avons littéralement et métaphoriquement besoin de nouveaux yeux et surtout d'une nouvelle vision. Le milieu de l'éducation a aussi besoin de perspectives innovantes en littératie, surtout en point de vue de la composition et la rhétorique, par exemple en argumentation et en construction de son à travers les textes. La citation de Proust fait allusion à celle de la radical des changements qu'il nous faut apporter à l'éducation. En réfléchissant au temps de colloque, je vais expliquer le tournant épistémologique en commençant par la multimodalité et en me dirigeant vers la théorie de l'affect. Ensuite, je m'examinerai les façons avec lesquelles nous pouvons appliquer la théorie de l'affect à la multimodalité. Pour ce faire, je vais diviser la présentation en deux parties. La recherche multimodale visuelle, la recherche dite
Incarnate Embodied Research. Je termine en proposant des pistes de solutions pour l'enseignement, la pédagogie et la recherche. Au cours de 30 dernières années, la recherche multimodale est passée de la sémiotique sociale au début des années 1990 avec Günter Grass jusqu'à 1996 avec le New London Group. Puis par l'évolution et le développement des littératures numériques avec les travaux de Colin Lancashire et Michel Noble, Guy Merchant, James G. et Kurt Squire, qui se sont intéressés au monde virtuel, aux jeux vidéo, à la transmédialité et la hybridity dans les textes numériques. En ce moment, la recherche en littérature se tourne vers le post-humanisme et la théorie de l'affect. Ceci résulte du fait qu'une veille rencontre le rôle des propriétés non humaines et plus qu'humaines, tout en tenant compte des aspects non représentationnels, éphéméraux, sensoriels et expérimental de la littérature. En fait, la multimodalité a toujours inclus les sons et les émotions. Günter Grass a reconnu cela lorsqu'il dit « In our thinking, subconsciously or consciously, in our feelings, we constantly translate from one medium to another. And this is a communicational requirement for culturally, socially, economically, humanly productive, fulfilling lives. » Avec Before Writing, Grass a souligné l'apport des émotions et du ressenti des jeunes enfants à leur construction de son, c'est-à-dire que la reconnaissance de leur propre son présidée toutes choses, même avant leur entrée à l'école. Tout cela pour dire que l'affaire a toujours fait partie de la multimodalité et a toujours catalysé les pratiques de dessin. Simplement, la théorie de l'affect a toujours pris un rôle secondaire et il est maintenant temps de rencontrer ce rôle. Les documents ministériels placent l'accent sur les compétences, comme c'est le cas de Québec. En Ontario, les appelle des objectifs. Comment la théorie de l'affect influence-t-elle notre compréhension des compétences de l'oral et de l'écrit? Plusieurs chercheurs ont reconnu ces aspects. Par exemple, Günter Grass a fait des études sur les compositions multimodales comme signes motivés chez enfants. Woolwind s'est penché sur le mediated discourse, not sure the translation of mediated discourse, but, ou le décor midé, dans le contexte de la corporalité et de jeu chez les enfants qui interagissent avec les technologies. Burnett a réalisé des études sur les pratiques numériques des enfants en contexte virtuel. La salle a documenté les répertoires multimodaux des adolescents. Des études récentes ont cependant mis l'accent sur les sons et la théorie de l'affect. La recherche de Henriquez et ses collègues a pris en compte la corporalité des pratiques de l'oral et de l'écrit chez les élèves, tandis que des chercheurs comme Jewett se sont intéressés à la multimodalité tactile. Arrête le mieux et la salle, ainsi que Lewis et Turney, se sont aux yeux intéressés aux émotions. Ces travaux se sont efforcés de documenter la nature éphémère et éminence de la pédagogie. Bien sûr, les travaux de Brian Masumi viennent à l'esprit avec ces deux citations. The skin is faster than the word. Affect is prelinguistic. En particulier, la théorie de l'affect capitalise
les aspects prélinguistiques de la littérature et précèdent donc les mots l'écriture et les versions standardised de savoir comme les compétences. La documentation des fonctions affectives de la multimodalité requiert une acuité sensorielle. Les aspects visuels de la recherche, le timbre, le ton et la voix des sons, les mouvements et les gestes, et la façon dont les visages expriment le ressenti. Encore une fois, researchers ont souligné ces aspects pendant des décennies, mais maintenant, au lieu de se pencher sur la représentation, les chercheurs intéressent de plus en plus à ce qui n'est pas représenté à ressenti et même à qui est vécu de son propre. Avant que j'explique davantage cette théorie de l'affaire, j'aimerais vous parler de la région qui j'habite et où je travaille parce que ma recherche est d'abord ethnographique avant d'être multimodale. J'ai étudié avec Brian Street et Günter Grass. Je m'intéresse aux cultures d'apprentissage et aux portraits des élèves dans divers contextes. La région de Niagara réunit de petites villes ouvertes. It's a white working class town that had the automotive industry that left, peuplée majoritairement de familles blanches de classe ouvrière. Ces petites villes ont vu l'arrivée de nombreuses familles de minorités ethniques. Voilà donc un aperçu de la démographie et du contexte dans lequel j'ai travaillé au cours des 10 dernières années. Pour vous donner un aperçu de ce que j'ai tenté de faire pour privilégier l'étude des sons du ressenti, de la corporeal feelings, je vous présente une recherche visuelle et j'explique comment cela propulse la construction du son. Cette étude en recherche visuelle provient projet funded by SSHRC entitled Visualizing Families, Remaking Family Photos, dirigé par Andrea Doucette, Tier 1 Canada Research Chair à Brock University. Nous nous sommes penchés sur le rôle de l'importance des photos de famille pour documenter le concept de vie family life. L'étude dont je vais parler s'est attelée sur 6 semaines dans une classe à 4e année du primaire à Welland, Ontario. J'ai fait l'étude ethnographique pendant une période intensive de 6 semaines et la professeure Diane Collier a dirigé l'étude pendant 6 mois. Diane et moi avons partagé nos propres photos de famille pour montrer comment les photos peuvent jouer sur la performativité comme Noël, ou comment elles peuvent représenter des moments de relations ou d'émotions plus candides et idiosyncratiques. Ensuite, nous avons demandé aux enfants d'apporter leurs photos et de les utiliser comme point de départ pour faire leur production multimodale. En observant attentivement, nous avons conclu que le visuel nous a aidé à mieux saisir les moments privés, expressifs et singuliers passés en famille. Les élèves ont remixé les photos en faisant des collages matériels ou en les altérant avec l'application Picolage, qui permet aux usagers to decorate photos within the app, avec des émoticônes et d'autres accessoires virtuels. À la fin des 6 semaines, les élèves ont présenté leur collage lors d'une fête que nous avons organisée.
This slide montre le projet de Sandy. Il a choisi son propre pseudonyme qui a intégré des aspects réels et imaginaires dans son collage sur la vie family life. Cette image montre son frère, son meilleur ami et une vache dans un train. Et Sandy est dehors et s'écrie « Est-ce que je peux venir à l'intérieur, s'il vous plaît? Je veux donner $10. » Il y a un chien à des coins. Sandy n'est pas de chien, mais il a simplement aimé les images en wallpaper que Diane lui a montrées. Nous avons conclu que le maniement des images par le remix a aidé les élèves à se libérer de l'aspect performativité des photos. They started to not be as concerned about being performative about family and make it less of a Hallmark card feel. De montrer plutôt les aspects dynamiques, le vécu, le ressenti des images family photos, ce qui est beaucoup moins normatif que les cartes de souhait. Prenons par exemple cette série d'images remixées par Billy Bob. Encore une fois, c'est un pseudonyme. Nous y voyons une photo de famille dans laquelle il donne un câlin à son père et ensuite un mouvement vers une balle de football américaine que Billy Bob a découpée et qui est remixée avec une image de sa mère, des boules de texte, des égoportraits et des émoticônes, ainsi qu'un autre égoportrait pris avec un iPad. Le dernier exemple de collage est plus prénom. Le projet de pub, elle a choisi son pseudonyme, a été avec plusieurs images remixées où on voit son père qu'elle ne connaît pas vraiment. She doesn't see her father very much. Ce qui nous a remarqué lors de l'analyse des photos reconstituted photos était la façon dont elle a utilisé le ball de football de Billy Bob et aussi le vecteur que rend de l'image avec son père qui lui fait face. So what I'm trying to say is that what this young girl did is picked up the motif of the football and remixed it within this photo. And although she sees her main family, her family with her stepfather and her mother a lot, she remixed it with her father. So it's that sense of Günter Kress's motivated sign, if that makes sense. So Diane and I decided to do a quadrant pour faire un résumé conceptuel des projets remixés. Diane et moi avons créé un quadrant pour identifier les pratiques sensorielles, visuelles et leurs retombées relationnelles. En note à 3, il y a Poop qui a travaillé seul, mais qui a continué à socialiser et à faire des blagues avec ses amis. En note à gauche, Billy Bob était un élève populaire et a fait un projet visuel en ligne avec l'école et qui était plus conventionnel et performatif. Au bas, son meilleur ami Kenji se situait entre le conventionnel et le subversif. Finalement, Sandy a travaillé seul. Et son projet était entièrement subversif et non conventionnel. La seconde étude multimodale et affective que je vais vous présenter font partie d'un projet de recherche que j'ai dirigé, lequel a été financé de SSHRC, entitled Maker Literacies. Cette image provient des 5 projets que j'ai menés, entitled Face Value, Making Portraits, Making Selfies. Pour définir le concept de corporal, embodied de cette étude, je m'attarde de la notion corps, de la réflexion sur le corps en si, aux notions d'incarnation de la embodied productions of multimodality.
Je m'inspire des theorists like de Lagrange pour parler du mouvement bricoleur, c'est-à-dire que c'est une forme de technique qui est résolue à travers le DIY, do-it-yourself, et la résolution de problèmes chez les jeunes. Bricoler, c'est vivre de ressentir, comme Ellsworth l'a dit, bricoler réside entre savoir et ne pas savoir. So what this project did is over 6 weeks, students were introduced to the notion of selfies. We looked at the work of Andy Warhol and other artists. And they created their own selfies, and then they created self-portraits in mixed media. To give a bit of background, Maker Literacies est un projet de grande envergure financé de SSHRC. J'ai mené avec la professeure Amélie Lemieux. Les données sont maintenant toutes recueillies. C'est un projet sur 5 ans qui a eu lieu dans les écoles primaires et secondaires de la région de Niagara, where I live. It involves teachers and professionals, such as video game designers, photographers, graphic designers. Let me think who else. Architects. And they work with teachers to plan units of study on certain modes, like photography, documentary filmmaking, video game development, and so on. So for this particular study, I'm going to look at a research study that I conducted with a fellow researcher who is both a photographer and a visual arts scholar named Peter Viken. L'étude a rassemblé de 17 élèves de 16 et 17 ans et 4 d'entre eux ont exposé they curated a space and then they did an exhibit at Rodman Hall, which was at the end of the project to celebrate the project. L'étude a commencé par une explication du concept d'égo-portrait. Nous avons ensuite demandé aux élèves de prendre leur propre égo-portrait, puis les élèves ont retravaillé leur photo par la photographie, l'argile ou la métallurgie. I'm not sure what that is in French. It's they used mixed media, different materials in order to create their self-portrait. En d'autres mots, il y avait plusieurs médias et modes à leur disposition pour faire leur production multimodale. Finalement, les élèves ont dirigé un paragraphe d'explique comment ils how do they define themselves as an artist. Nous avons également réalisé des entretiens avec the teachers et the 6 students. Looking back, j'apprécie maintenant à propos de l'étude et que les élèves savent ce qu'ils voulaient exprimer à travers leur production. Je m'inspire Hannah Arendt, qui parle de l'esprit et des connexions entre l'esprit et le corps, pour parler à la notion de point de vue. C'était évident au moment de l'étude et encore ce jour que chaque élève avait une posture déterminée. They were quite determined. Je définis la posture comme façon de voir le monde et d'y être ouvert. La posture est liée aux arguments qu'on fait et aux histoires qu'on raconte. La posture stance is how things come to matter because of how we bring them into being. So it was very obvious when they started, they had a very clear sense of what they wanted to do. They had a stance, and that stance they would talk about, but it would also be embodied in the nature of their making as they produce their self-portrait. Pour la première posture, je parlerai de cas de Jasmine, qui a voulu parler d'amour de soi au lieu d'insecurity. So she talked about self-love
instead of insecurity. And one of the things I noticed about Jasmine when I first saw her is that she's quite made up, and she looks beautiful. But I was very aware of it, I think, and of course that was part of her aesthetic and part of what she said in her artist statement. So you can read her artist statement. I've highlighted and read the part that I think is the most interesting that she said, coupled with her piece that I'll show in a minute. And that's how I see it, and also about kind of self-worth and just self-love, and how things that are seen are like vain and selfish and like horrible. I don't have to be like this. And they actually represent a lot of self-love instead of like insecurity. So one of the things I remarked when I saw these young women is that they were all grouped together. There were 4 of them that sat together, and they had a very strong sense of themselves, much more than I would have had at that age, and who they are in the world. And that came out quite strongly in what they produced. So what you see here is a contrast between Jasmine's early brainstorming juxtaposed against the sculpture that she created. And you can see that it's a head with just makeup and adornments on it that she coupled with music. So it was very much a multimodal creation. Pour la 12e posture, je présente le cas de James. Sa posture est que chaque personne a un esprit qui lui est unique. Et c'est en essence qui nous sommes. Voici son égo-portrait et son projet final, comme ça. C'est un projet final qui est un moulage plâtré de son visage et une machine pour sonder des images à résonance magnétique, des mouvements de son cerveau. So it's a casting of his face with an MRI scan. And so what he wanted to get across is that is the whole notion that that all our brains are idiosyncratic and unique. He's very interesting, this young man. He's been making ever since he was young. He makes robotic arms as a hobby. La 3e posture montre le cas de Zelda et des femmes qui expriment. Vous pouvez lire sa déclaration. She talks about how she came to understand herself and her voice. She was the most, I would say, emotional as a person, very upfront about it in our interview. And she said, like, my piece was about how women are nowadays, even though they're speaking up for themselves, they're cast aside as tools. And I'm very upset about that. And even if I was used to it at some point, and I really wanted to get out there and this shouldn't be an issue anymore, and I'm mad about it. And she made that very clear in the kind of work that she created, like this. Okay, so that's her selfie. She had 2 pictures of herself, and then she decided to privilege the one that is more herself, her authentic self. And then she did a painting with a series of hands around it, and then phrases that she's heard, mean phrases about herself and about women. So these young women are very aware of, as I said again, who they are in the world. La dernière posture est celle de Lila. Et le fait que les matériels parlants, so Lila's very unique in that she was very confident. And the first day of the project, she brought in her friend's front fender from his car. He had a car accident and gave her this fender. And she said, I'm going to make my self-portrait out of this. And we all kind of laughed and said, you better have a plan B. And she ended up creating this collage. And she says, I've always collected beach glass and bottle caps and useless bits and bobs that float around my room and make a mess. This artwork is a futile attempt to apply meaning to a habit formed early in my life, connected to myself in a way that validates my need to accumulate garbage. 98% of this portrait is assembled from trash found on the street, the beach, my room, or in the No Frills parking lot. The rest is paint and hot glue. So within that, there's a little piece of the fender, just so that you know. So, je manque maintenant de temps et je vous laisse sur cette question. La multimodalité est-elle plus complète grâce à l'affect? Comment pouvons-nous, à titre de chercheurs et teachers, mieux capter et représenter les émotions et des pensées des élèves? Qu'est-ce que ces questions et ces études nous apprennent
sur l'avenir des sciences de l'éducation. Je vous invite maintenant à participer activement à la période de questions. Je vous prie de poser vos questions en anglais et j'y répondrai en anglais. Merci. Hello, Professor Russell. Thank you for coming to Montreal and for making this presentation in French. It was quite good to me. So, I'm professor of art education at the Université du Québec à Montréal, and I've also worked on the notion of effect in visual practices of young teenager. And when working with Masumi, I found, theoretically speaking, that it was difficult to address the unrepresentative nature of effect that is described in the work of Masumi. So can you elaborate a little more on how you connected this with the theory of multi-modality and literacies of Kress? Yes. Okay. So I really like that you've asked this question because I'm a little bit of a fraud. I'm not a Masumi expert. And to be honest with you, as I piece together the affect world and with the affect turn, I much more gravitate to theorists like Sarah Ahmed and Kathleen Stewart. And one of the reasons that is that there's much more of a collective feel to affect theory with their work, in that they deal with larger constellations, so issues of race, issues of social class, and collective energies that you feel in terms of emotions. With the post-structural work and the process philosophy of Masumi and others, although I gravitate and I find it very interesting, and I've seen it, it is hard to grab onto. It's when you're doing field work, you can't really go into someone's mind, can you? And you can observe, you can take ethnographic field notes, you can get a sense. Everybody has a feel in a room, but what I definitely observed doing multimodal research and watching teenagers materialize an idea or an argument is that there was this collective sense, relational collective sense that would happen. So they might start off working alone and feeling insecure, but then once they had some peers or others come along, or Peter and I spoke with them, or their teacher, what started to happen is ideas would gel in the way that Sarah Ahmed talks about in terms of sticky emotions. So what I like about Brian Masumi is the push for the pre-linguistic, the push for the fact that there are representations, but there's a lot that we need to understand behind those representations that have to do with stories. And I suppose I do always go back to Günter Kress because I train with him and because I think Before Writing is one of the most beautiful books I've read. And one of the things about it that's beautiful is that he captures that non-representational. He captures that sense that young children, when they're in the world, they don't have language necessarily. They just have the different senses that they can access and the modalities that they can access to say, this is what I'm trying to say. So I don't know if that's a great answer or not, but like you, I'm trying to wrestle with this process philosophy and reconcile it with what I think of as a real tension in the affect world, with a lot of the I think of them as feminist scholars, but I know that there are others. It's not a gendered thing, where they're trying to look more at the collective. But thank you very much. It's very exciting to see the work you're doing. And I'm a colleague of Martin and of Nathalie and Jean-François, and we've been doing research for a couple of years, case studies of youth's cultural practices, informal practices. And I'd like to, maybe we can get to chat a little bit more during this colloquium. I'd like to know and compare your findings. How many youth did you interview for these self-portraits? And because I noticed there's a very good quality in the art making during their work. And in our studies, we realized, and we thought, looking into multimodality with cultural practices, we'd find a lot of those practices, but that was not the findings we got. Actually, we found that youth do a lot of modal practices, monomodal practices, multi-monomodal practices. They'll do music, they'll do drawing, but not a lot of them did multimodal practices. And the cases we found that were the most interesting were cases of youth that have a lot of agency
and idiosyncrasy, and that can do subversive work, like some of those that you've found. So I'd like to know, what was your sample for those portraits? For all of the projects in Maker Literacies, and generally speaking, the research I've done over the last decade on digital reading and so on and so forth, what I tend to do is of a sample. So this sample was 20 students. Okay. So 20 students were involved. 2 did not want to be involved in the study. The other 18 did want to be involved. And what I tend to do is I always interview about 3 or 4. And they serve as my case studies. I did a bit more because this group was idiosyncratic, was very unique. I agree with you. There was a very strong sense of, there were strong characters, but equally there are also some people who faded in the background, as you always see, right? And I'm actually quite interested in those students who sit in silence, because often still waters run deep. And what you find is that they're quiet, but they have these fascinating ideas, and they want to exert their agency. For whatever reason they don't. So I agree with you. I do tend to find that. On the point of the combining modalities, I have seen that as well. What was interesting with this project is that students tended to be monomodal when they planned. So they created little sketches and storyboards, or they would listen to music. And then when they moved into the multimodal, it was more we nudged them. They needed a nudge. Not all of them. I found that group of 4 women, Jasmine, those are all pseudonyms, Jasmine, Zelda, Lila, and another young girl, Loretta. They all wanted to have mixed modalities, multimodalities. So they wanted either music and an installation, or they wanted a painting and photography. So I found that very interesting, because that was, again, an anomaly. But I agree with you, that happens. One of the reasons why I showed the grade 4 study is that was a very interesting group in a really low-income area of Niagara. And what I found interesting over the 6 weeks is how they moved from that performative sense of families to being very honest about the way their families and their compositions were as they remixed. So the cultural practice of remixing led them into that much more honest, stark picture of their families, and celebratory images, but also some images that showed some harder stories. Did the young girls, well, I think it was boys and girls, the selfie portraits, did they have consignes? Did they have incentives to do the work? Was that done during the interview period? Was it done in class, or what was the context? Yeah, so it started off at the beginning of December as part of their coursework in 2018. So 3 times a week, for an hour, they could work on, first of all, they did the selfies, okay? Then they uploaded those onto into a Google folder. Then they started spending 3 weeks, 3 times a week, for an hour, on their self-portrait multimodal production. Okay. And then the end of January, actually not the end, mid-January, we had the exhibition. And 6 students talked at the exhibition, and 4 students curated the museum space, which was also very interesting to see them work with a director and think about how they were going to hang the work. And they didn't just hang the work. They hung their different productions based on what they know about people's personalities. So in that way, it was almost ideological and conceptual in terms of the spatial dimension of the project. Did you have the youth talked about their artistic projects? Did you have someone working with art to accompany them in this process? Or? Well, Peter Viken is both a photographer and a visual arts scholar. Okay. So he was the arts piece and I was the literacy piece. So I would work with them about... I would work with them a little bit about the photographs. I really like to get to know students who are involved in my study, so I sit with them and we talk things through. And then we talked about ways of materializing what they wanted to say in their self-portraits within their artist statements. Very nice project. Thank you very much. Thank you very much.